is a new radio. Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets. Et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Si depuis le lancement de ce podcast, je n'ai toujours pas réussi à vous convaincre que nos voisins québécois sont avant tout des cousins nord-américains, l'épisode du jour devrait vous ranger définitivement du côté obscur de la force. Oui, j'ai autoritairement moi-même tout seul décidé que le côté américain, c'était évidemment le côté obscur. C'est probablement injuste, mais comme je ne cesse de le répéter à ma progéniture bien-aimée, la vie est injuste les amis. Mais quittons Star Wars et revenons à nos moutons. Quand on part pour s'installer loin, au Québec par exemple, on a l'impression de s'offrir une nouvelle vie et de laisser la précédente à bonne distance derrière. Que ce soit voulu ou non d'ailleurs. Mais vous savez quoi ? La vie nous rattrape toujours et vous avez beau vous être exilé loin de la France, ce qui se passe en France va continuer à vous toucher. Un décès d'un proche, un héritage, une donation, une SI familiale qu'on dissout, un bien qu'on vend, ce qui est de l'ordre de la vie normale peut assez vite se transformer en un plus ou moins joyeux bordel. Et que dire des aléas de la vie qui pourraient vous arriver ici, au Québec ? Mariage, ça c'est plutôt chouette. Naissance, ça c'est carrément très chouette. Divorce, séparation, c'est moins glop. Car le simple fait de vivre au Québec change tout ou presque, et ce qui est déjà compliqué à la base peut vite devenir un joyeux enfer. Si, comme la plupart des expatriés, on ne s'y est pas, je pense à moi, correctement préparé. D'ailleurs, parlez-en aux enfants de Johnny, ils sauront vous expliquer comment cette situation a plongé la famille tout entière dans un abîme de bonheur. Préparer, prévoir, penser les lois québécoises tout en pensant la législation française, c'est le boulot quotidien de Nathalène Chapuis. Notaire, née en France mais vivant au Québec, elle s'est notamment spécialisée dans le droit international des domaines successoraux et matrimoniaux. Si vous êtes déjà arrivé au Québec ou que vous programmez d'y venir et de vous y installer bientôt, cet épisode est probablement l'un des plus indispensables à écouter sur les 3 saisons de Fais-tu frette. Salut Nathalène. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. J'ai pas dit trop de bêtises ? C'était excellent jusqu'à présent. J'aime bien le jusqu'à présent, c'est parce que tu sais ce qui va arriver derrière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste me résumer en quelques mots ton parcours ? Oui, donc effectivement, initialement, moi je suis née en France. J'avais pas vocation de toute façon à partir à l'étranger. J'ai fait mes études en France de notaire. J'ai eu mon diplôme de notaire en France. J'ai travaillé dans plusieurs études notariales. Et puis, fait personnel, j'ai quitté la France. Je suis partie vivre aux États-Unis pendant environ 1 an à Chicago. Et puis après, je me suis installée au Québec. Donc arrivée au Québec, je me suis demandé, quoi faire. Et ce que j'ai fait, j'ai refait mon diplôme de notaire parce que je savais bien faire ça, donc je refais ça. Donc j'ai refait mon diplôme de notaire au Québec et je me suis installée comme notaire au Québec depuis 2006, donc ça fait quelques temps maintenant. Petite question indiscrète, mais refaire son diplôme de notaire au Québec, t'as dû te refaire toutes les études ou il y a des équivalences ? Oui, alors les notaires sont finalement ceux qui ont le moins de chance dans le processus par rapport à pas mal d'autres professionnels. On nous demande beaucoup d'années d'études. En fait, on nous demande
une grande partie, il faut retourner au moins 3 voire 4 ans à l'université pour refaire. Donc je me suis retrouvée sur les bancs d'université à l'âge de 30 ans avec des gens qui avaient pas du tout mon âge, donc il y avait un petit décalage par rapport à ça. Mais oui, c'est effectivement assez long et c'est toujours assez long parce que et la raison est quand même simple et compréhensible, c'est que même si on est partis tous les deux du code Napoléon, le droit c'est pas le même et comme d'une façon générale, c'est vraiment important d'avoir étudié les lois du pays concerné pour pouvoir prodiguer des conseils adéquats. On va y revenir tout au long de cet épisode, mais effectivement, le droit, c'est pas le même. Quand on l'a préparé cet épisode, tu m'as bien sensibilisé sur les choses, on va y revenir. Mais justement, pour tes études, quand il a fallu reprendre les études ici, le fait d'avoir, entre guillemets, des bases, mais des bases différentes, ça a été plutôt un avantage ou plutôt une complexité? Parce que moi, je pense à un truc tout con, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais je jouais au tennis quand j'étais jeune, tout seul dans mon coin, et je jouais plutôt pas trop mal. Et puis un jour, j'ai voulu m'inscrire dans un club de tennis, et mon gentil prof bien-aimé m'a dit « Ouais, c'est bien, mais tu sais quoi, tu vas tout désapprendre et tout réapprendre correctement, mon gars. » Ça a été un enfer. Ça a été vraiment un enfer. Ça a été pareil pour toi? En fait, c'est un plus et un moins. Je peux pas répondre de Ah façon ouais, mais si tu peux pas répondre, c'est de la triche. non, non, mais je vais répondre, mais c'est pas blanc ou noir en fait. C'est un plus parce que c'est sûr que certains cours, les cours d'équivalence que j'ai dû passer, les bases, apprendre ce qu'est un meuble et un immeuble, en général, on est quand même à peu près synchro, quoique c'est encore surprenant le droit, hein. Il y a encore des différences entre plusieurs pays, mais on est à peu près synchro. Donc les grandes bases juridiques, c'est sûr que je pouvais les avoir, mais il y a souvent des faux amis, des faux réflexes, des mauvais réflexes qu'on peut avoir en droit français par rapport au droit québécois, et là ça peut être excessivement trompeur. Donc effectivement, le boulot de désapprendre au niveau juridique, il était là aussi, il était important pour toujours garder la perspective que je peux plus avoir les mêmes raisonnements, les mêmes réflexes qu'initialement. Donc effectivement, désapprendre en partie, puis profiter des acquis. Puis ça c'est juridique, mais c'est aussi au niveau relationnel, au niveau humain. Donc, désapprendre les relations notariales en France versus les relations notariales au Québec, bon, c'est pas la même culture, ce sont pas les mêmes rapports, c'est pas la même manière de procéder, la même responsabilité. Bref, là aussi, il y a eu un gros travail d'apprentissage et de désapprentissage. Et une fois que tu avais fait ce gros travail, tu aurais pu simplement faire du notariat québécois classique. Mm-hmm. Mais non. Voilà. Bah non, bah, tant qu'à le faire compliqué, hein, si c'est possible. Pourquoi avoir voulu te compliquer la vie en te positionnant sur les dossiers binationaux? Je sais même pas si on dit comme ça d'ailleurs. Qui a Oui, ben, priori me semble forcément plus complexe. oui, mais en fait, naturellement, je dirais que je me suis dirigée vers ces dossiers-là parce que, veux pas, avec mon cursus initial en France, j'ai un réflexe de droit comparé permanent. Donc, je suis habituée en permanence à me dire, OK, eux, ils font comme ça, nous, on fait comme ça. Donc, je dirais que, naturellement, les clients sont aussi venus me voir parce que par mon cursus qui est quand même atypique, c'est sûr que les gens se sentaient plus en confiance entre guillemets, mais surtout je comprenais ce dont il me parlait. Quand il me parlait de termes très franco-français, je comprenais ce que ça voulait dire. Donc il y avait une meilleure communication par rapport à ce qui peut se passer en France et comment on peut le percevoir ici. Donc je dirais que la force des choses, naturellement, je me suis orientée vers ces dossiers. Et puis j'aime les compliqués, les choses compliquées. J'aime résoudre des problèmes. Et ce que j'aime en droit aussi, c'est que on arrive souvent avec un problème dont on n'a pas la solution immédiatement, mais il faut chercher. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'attirait particulièrement. Et comme t'aimes bien les trucs complexes, tu t'es dit le droit successoral et matrimonial, quitte à faire complexe. Exact. Voilà. C'est parfait comme ça. Lorsqu'on a préparé l'épisode, tu me disais qu'on pouvait trouver énormément d'infos, énormément de témoignages sur Internet, et que c'était un sacré problème. Pourquoi ça donc? Oui, alors une fois encore, c'est un peu comme apprendre, désapprendre. Il y a des plus et il y a des moins. Il y a des plus parce que il y a une possibilité d'avoir une source importante d'informations. Donc, quand on veut chercher un renseignement d'ordre général, on sait. On a la possibilité d'accéder à plusieurs informations de tout type. Donc ça, c'est bien pour une information, je dirais, de première ligne. En gros, quand on s'est coupé, savoir est-ce que je mets un pansement, est-ce que je mets un gros pansement, un petit pansement, en gros, ça, c'est information de première ligne. Par contre, si on veut se faire diagnostiquer une maladie,
Ça, c'est plus bon, ce genre d'informations, parce qu'à chaque fois, ce sont des informations d'ordre général qui ne s'appliquent pas à notre cas. Et Dieu sait si en droit civil et puis en fiscalité, c'est la même chose. Il y a toujours l'exception parce que on est dans ce cas-là et pas dans ce cas-là, qui fait que le raisonnement ne peut pas être tenu. Et puis, c'est pas pour rien qu'on étudie pendant des années dans le domaine. Deux fois même. Tous, oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a énormément de nuances à voir. Il y a une vision globale à avoir, à la fois de la perspective française puis la perspective d'autres professionnels. Donc c'est ça. Donc c'est parfait pour de l'ordre général du premier soin, mais par contre un diagnostic réel de notre situation, ça peut quasiment devenir un danger. Parce que, comme toute personne, quand on regarde sur Internet pour se diagnostiquer une maladie, généralement, on a de fortes chances de passer à côté ou de pas trouver les bons symptômes ou le bon diagnostic. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, faire attention, ne pas se fier qu'à ça pour traduire, et parce que les conséquences peuvent être énormes, parce que en fonction des décisions qu'on prend, ça peut coûter très cher, ça peut susciter beaucoup de conflits. Donc, c'est important de prendre soin de bien le faire. Et puis les lois, ça change. Les lois, les règlements, les trucs, ça change tout le temps, ces trucs-là. Exactement, aussi. Ouais. Pourtant, Internet va vite, mais là quand même, ça va tout de même très vite. Dans mon petit texte d'intro, je parlais des difficultés que pouvaient engendrer les différences d'approche entre le droit français et le droit québécois. Est-ce que tu aurais des exemples pour qu'on comprenne un peu l'ampleur de la difficulté et de la mission qui t'anime chaque jour? Alors, un des magnifiques exemples qui est récurrent, c'est que les Français arrivent au Québec persuadés que de toute façon, leurs enfants vont hériter d'eux. Ce sont des héritiers réservataires, donc coûte que coûte, au décès du premier conjoint, les enfants auront des droits dans la succession et que on peut au mieux faire une donation entre époux pour venir donner le maximum de droits possibles et de contrôle au conjoint. Donc, devant cette fatalité juridique, les Français arrivent au Québec et ne sont pas forcément informés que c'est pas du tout le cas dans le droit québécois. Donc la fameuse réserve héréditaire qui domine un petit peu la transmission des biens aux enfants en France, mais elle n'existe pas au Québec. Donc ça vient ouvrir plein de perspectives nouvelles. Et quand on n'a pas toutes les informations, toutes les données, donc ce que je parle, c'est toujours une information à être éclairée sur tout, les choix qu'on peut faire après ne sont pas forcément les meilleurs parce qu'on n'a pas toutes les données. Donc ça, c'est un choc culturel. La réserve héréditaire en France versus s'il n'y en a pas au Québec, et comment mixer ça, parce que même si on est au Québec, parfois la France vient quand même s'immiscer. Donc ça aussi, ça peut être complexe. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type. À l'inverse, j'ai un autre exemple de ce qui se passe au Québec qui n'existe pas en France, c'est au niveau matrimonial. En France, quand on se marie, si on fait ou pas un contrat de mariage, on décide du régime matrimonial, on peut décider de la loi qui va régir notre régime matrimonial. En gros, le régime matrimonial, c'est comment est-ce qu'on gère quand on est marié nos biens, et puis comment est-ce qu'on se les partage quand on divorce ou quand il y en a un qui meurt. Donc, c'est à peu près ça. Ces règles, en France, les gens se marient en France, ils choisissent un régime matrimonial, par exemple la séparation de biens. Puis ils arrivent au Québec et puis ils se disent s'il y a une séparation, c'est simple, on est sous la séparation de biens, on l'applique. Oui, mais non, parce qu'au Québec, quand on est marié et qu'on est domicilié au Québec, avant même qu'on applique la fameuse séparation de biens, sur certains biens qui sont prédéterminés et qui sont obligatoirement traités de cette façon au Québec, il y a l'application d'un autre régime qui s'applique pour tout le monde, peu importe le régime matrimonial. Donc la fameuse séparation de biens qu'on avait choisie initialement en France pour que nos biens soient séparés de façon exactement de la manière dont on veut, ça vient être contrecarré par une règle d'ordre public matrimonial du Québec si on est domicilié au Québec. Donc en gros, je comprends. En cas de succession, en France, les enfants, on peut pas les déshériter. Ici, c'est open bar. La famille de Johnny, je vous salue. Et en cas de mariage, la séparation de biens, applicable en France. Ici, Walou, ça n'existe pas. Mais si je suis citoyen français, je suis même pas encore résident permanent, et encore moins citoyen canadien. Du coup, c'est la loi française ou la loi canadienne, québécoise qui s'applique? Alors, là aussi, ça dépend. Je vais passer ma vie à répondre, ça dépend. Le titre de l'épisode, ça s'appelle « Ça dépend ». Ça dépend. En fait, juste revenir pour la séparation de biens, oui, elle va s'appliquer, mais pas sur tous les biens. C'est important de le souligner. Donc oui, notre séparation de biens s'appliquera, mais sur une partie des biens du couple, mais pas tous les biens forcément. Donc c'est juste ça, le petit tempérament. Citoyen français, qu'est-ce que ça fait?
Ça fait beaucoup moins que ce qu'on pense, mais quand même un petit peu. Beaucoup moins que ce qu'on pense, c'est-à-dire que le fait que tu puisses être ici, que tu as un résident ici, bon, peu importe, temporaire, etc., ça c'est du droit de l'immigration, mettons que tu as le droit de résider ici. On va rester large. Mhm. Donc, tu es résident ici. Le fait que tu sois français, ça va te donner un outil pour faire une planification. Donc, pour jouer avec les désignations de loi successorale applicables, mais sans rien faire, ça va pas forcément être un plus parce que ce qui est le plus important, d'une façon générale, dans le droit international privé au Québec, c'est le domicile. Donc, où est-ce que tu es domicilié? D'accord? Donc, et c'est ça qui est un élément clé dans nos raisonnements au niveau du droit international, domicile, résidence, et que ça soit au niveau du droit international québécois que français. Parce qu'on n'a pas souligné, pour rajouter une couche, que le droit international, c'est le droit qui permet aux juristes de voir quelle va être la loi applicable, soit la loi étrangère, soit sa loi à lui, dans une situation donnée. Il a des règles qu'il doit suivre pour cela, mais évidemment, le notaire québécois, il a des règles, et puis le notaire français, il a d'autres règles. Donc, on n'a pas les mêmes règles. Donc, pour une situation identique, le notaire français et le notaire québécois, ils vont pas suivre les mêmes règles. Ils vont peut-être aboutir au même résultat, mais sans suivre les mêmes règles. Donc, que ça soit dans les critères du notaire québécois ou d'une façon générale, les critères du droit international dans plusieurs pays, c'est souvent plus le domicile qui compte. Puis là, c'est très général, hein, mais en matière successorale, par exemple, ben c'est souvent le domicile qui prévaut. Donc, peu importe que tu sois français, que tu sois canadien, que tu sois d'une autre citoyenneté, c'est un critère fondamental. Après, la citoyenneté, ça peut être un outil super performant à utiliser. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir plusieurs nationalités pour faire une planification qui correspond plus à ce qu'on veut. D'où l'intérêt de faire quelque chose, une planification vraiment personnalisée, voire de la faire évoluer, parce que je donnais mon cas, c'est un secret pour personne, c'était mon cas tout à l'heure, à savoir résident temporaire. Mais si demain je deviens résident permanent, voire que je deviens peut-être plus intéressant, citoyen canadien, imaginons que j'ai déjà fait une planification avant, là ça vaut peut-être le coup de se reposer les questions parce que ça t'ouvre, toi, experte, d'autres perspectives Exact. pour m'éviter des ennuis et quelques insomnies. Exact. Alors, et parfois même, on fait la planif, la personne n'a pas encore la citoyenneté canadienne, mais elle est en cours, on le sait. Donc, on peut parfaitement faire la planif en projetant que on prie, on met des cierges et on se dit, elle va pas mourir dans les 3 semaines qui viennent. Et puis bon, et elle va être canadienne au moment de la planif. Donc, même si on l'a pas forcément, mais qu'on sait qu'on est en processus 2, on peut le faire. Et puis, ce que tu évoquais, la révision de toute façon de notre situation, elle est fondamentale. Parce qu'on a beau vouloir envisager tout ce qui pourrait se passer dans nos vies, on peut pas, c'est matériellement impossible. Moi, je suggérais une révision à peu près. Autrefois, on entendait tous les 10 ans, mais dans des situations où les gens sont vraiment mobiles. Je parlais avec une avocate hier qui est à Chicago. Elle disait c'est aux 5 ans. Aux 5 ans, il faut vraiment se poser, pas forcément aller voir. J'aimerais que vous alliez me voir tous les 5 ans, de façon systématique, on se met un rendez-vous dans l'agenda, mais c'est surtout se poser, se dire, OK, à l'époque, on avait fait ça, on avait ça comme bien, on avait ça comme situation. Maintenant, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait correspond toujours à ce qu'on voulait? Oui ou non? Donc, un exercice personnel à faire pour se dire, est-ce que ça marche toujours? Est-ce que j'ai des doutes si ça fonctionne? Et là, se dire peut-être qu'il faut faire réviser ça. Puis réviser ça, ça veut pas dire forcément refaire refaire une autre disposition testamentaire ou remanier le patrimoine, mais simplement se faire confirmer qu'avec l'évolution de la situation personnelle, évolution du patrimoine et l'évolution du droit, parce qu'on s'entend que tu l'as mentionné tout à l'heure, les lois, ça passe son temps à changer. Donc, est-ce que ça correspond toujours à ce que je veux? Ok. Toujours en préparant l'émission, tu me disais que l'un de tes objectifs dans ta stratégie, c'était d'essayer de passer d'un régime de loi subie à un régime de loi choisie. Ça m'a beaucoup interpellé, mais je me dis, si en plus on peut choisir la loi qui nous plaît, pour le coup, c'est plutôt un avantage, non? Ouais, oui, c'est ça. Moi, c'est mon dada, c'est le concept. On ne subit pas, on choisit quand on peut le faire. Donc, c'est choisir une loi
Successoral, par exemple, ça c'est un outil qu'on a en droit international québécois. On l'a aussi en droit international français, donc il y a moyen de faire quelque chose, de planifier, de coordonner avec les deux. Donc c'est possible d'y aller. Et puis en choisissant évidemment la loi civile successorale, bien on peut organiser la transmission de façon plus conforme à ce qu'on veut. Donc c'est choisir une loi, mais c'est choisir aussi un régime matrimonial, faire un contrat de mariage, choisir la loi qui s'applique à notre régime matrimonial. Ça aussi c'est on choisit plutôt qu'on subit, parce que si on fait pas de contrat de mariage, ben on subit les règles à défaut de contrat de mariage, donc le régime légal avec des tas de critères pour savoir quel régime légal on applique, dépendant du domicile des époux après le mariage, etc. Donc c'est pas juste successoral, c'est matrimonial. D'une façon générale, c'est vraiment choisir, et choisir, ça peut être aussi choisir de faire un testament, sans choisir obligatoirement la loi successorale, choisir de faire un testament, choisir la répartition de mes biens et les personnes à qui je les donne versus subir la loi à défaut d'avoir fait un testament qui prévoit un prorata en fonction de la famille qu'on a au moment du décès. Donc c'est toujours cette idée-là de proactif, d'être proactif par rapport aux choix et de ne pas avoir à les subir, parce que parfois, quand on subit les choix, ça correspondait exactement à ce qu'on voulait, mais dans beaucoup de cas, ça correspondait pas à ce qu'on voulait. Donc, c'est toujours mieux d'être proactif dans ce genre de situation. Et c'est là tout l'intérêt de recourir à tes services, parce que tu diras si je dis des bêtises, mais en gros, si j'avais des actes notariés qui ont été faits en France, que je choisis de partir au Québec, en l'occurrence, et de m'y installer, que je vais contacter un notaire québécois en lui disant coucou, voilà, je voudrais mettre à plat ma situation. Lui, il va me refaire des actes, mais il va me refaire des actes sans se poser la question. Je veux dire en loi strictement québécoise, puisque c'est un notaire québécois, sans forcément prendre en compte ce qui va se passer en France ou les possibilités que m'offre mon statut particulier. Et toi, c'est ça que tu fais, c'est-à-dire que tu passes ton temps à jongler de l'un à l'autre, de voir et d'arranger les ballons, quoi. Ouais, c'est ça, je suis jongleuse en fait. Mais en fait, non, c'est ça, c'est que s'il va voir, puis il y a des tas de spécialistes au Québec, il y a des notaires au Québec comme en France, donc c'est sûr que c'est le réflexe français d'aller voir un notaire, puisque c'est un conseiller juridique qui est vraiment en réflexe quand on se pose des questions sur notre patrimoine. Mais effectivement, ça dépend à qui il va s'adresser, et puis le notaire souvent va lui répondre. Il est possible que le notaire lui réponde, écoutez, compte tenu de votre patrimoine, compte tenu de votre historique, je préférerais qu'il y ait quelqu'un qui soit davantage spécialisé dans un domaine. Donc, parce qu'il faut d'abord être spécialisé en international québécois. C'est pas tous les notaires qui ont cette spécialité. De même que moi, j'ai pas plein de spécialités qu'ont des notaires en immobilier, j'en fais pas, etc. Donc, il faudrait déjà avoir une spécialisation en droit international québécois, donc être sensible à ça. Puis après, moi, ce que je dis, c'est qu'outre l'international québécois, il faut aussi avoir une sensibilité et s'assurer avec des professionnels en France, donc des notaires, des fiscalistes, etc., que ce qu'on va faire, ça va aussi fonctionner pour le notaire français, parce que quand on est dans une situation où on a finalement un pied dans les deux pays, eh bien, on peut pas juste se contenter de se dire la solution que je vous ai donnée au niveau international québécois fonctionne sans se poser la question, mais comment est-ce que le notaire français, lui, au regard de son droit international, va voir ma solution? Finalement, c'est une demi-solution si on ne s'assure pas de l'efficacité et du potentiel complet de la planification aussi vu par le juriste français. Et si on fait pas tout ça, on peut avoir des cas bien particuliers, enfin voire carrément, j'allais dire assez dramatiques, parce que toi, tout ton positionnement, toute ton envie, toute ta recommandation, c'est de dire planifier, donc prévoyez en amont. Oui. Mais j'imagine que tu dois avoir aussi pas mal de dossiers qui arrivent sur ton bureau pour des gens qui n'ont pas planifié. Voilà, comme à peu près tout le monde, enfin beaucoup de monde malheureusement, et j'en fais partie, qui n'ont pas planifié. Et des dossiers qui arrivent sur ton bureau en disant voilà, et il y a une succession parce que il y a eu un décès d'un résident temporaire français mais qui est décédé au Québec par exemple, qui était résident, et maintenant faut s'occuper de la succession et rien n'était prévu, et c'est juste des dossiers compliqués ou ça peut être des dossiers, j'allais dire, vraiment dramatiques humainement parlant.
Bah, en fait, c'est exactement le terme que j'ai employé. Ça peut être des drames humains d'abord, parce que d'abord dans le cadre d'une succession, c'est toujours très des drames humains, et il y a une couche supplémentaire de complexité qui vient un petit peu, en fait, désespérer les gens parce qu'ils apprennent au moment du décès tout cela. Donc ils apprennent la complexité. Donc dans un cas classique que je rencontre quand même assez régulièrement, c'est que les gens sont arrivés au Québec, ils sont conjoints de fait, donc concubins pour les Français, Mhm. conjoints de fait pour les Québécois. Euh, Ils ont décidé d'aller faire un testament classique. À l'époque, ils n'avaient pas de biens en France, donc ils font de leur famille ici. Ils font un testament, je lègue tout à mon conjoint et à défaut aux enfants. Et puis, entre-temps, depuis qu'ils ont fait leur testament, ils ont hérité de biens qui sont situés en France. Au moment de la succession, moi, je dois me retrouver à leur annoncer que les biens, certains biens dont héritera le conjoint de fait, vont être taxés en France à un taux de 60%. Donc ça, c'est ce type d'annonce que je dois faire. Donc, outre le fait qu'on vient de perdre un conjoint, outre le fait qu'on doit gérer ça, tout l'aspect humain très difficile, je dois rajouter le fait que il va y avoir un impact. Il y a un impact direct fiscal en France. Il y a un impact civil aussi parce que le fameux testament qui a été fait, si par exemple il y avait des immeubles en France, il pourra pas être pleinement applicable parce que les enfants ils ont des droits, même si on a tous les Mhm. conjoints. Pourquoi? Parce que la France est impliquée. Bref, donc il y a un coût relatif à ça, un coût émotif dans le sens où non, ça sera pas simple. Parce que ça, c'est le mot d'ordre. Moi, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, bon, je vous explique. J'ai des biens dans 7 pays. Je me suis mariée 5 fois. J'ai 8 enfants dans 12 pays différents. Mais vous allez me faire ça, quelque chose de très simple. Donc, c'est sûr que la simplicité est toute relative. Mais quand on arrive sans planification ou avec une planification qui n'était pas adaptée sur la vision globale, on arrive forcément à un coût supplémentaire, un coût humain qui est énorme parce que surcoût, donc peut-être plus de liquidité dans la succession ou pas assez ou beaucoup moins, il en reste beaucoup moins aux héritiers d'abord. Et puis le fait que un testament puisse ne pas être totalement applicable ou que les enfants puissent avoir un droit de réclamer quelque chose, mais ça sème pas forcément une bonne ambiance dans la succession. Et s'il y a eu des rancœurs qui ont été un petit peu cachés par le passé, etc., ça peut ressortir et ça peut véritablement créer quelque chose de très désagréable pour la famille d'une façon générale. Donc ça aussi, pour l'aspect humain, plus c'est simple, entre guillemets, plus ça a été planifié, mieux ça peut se passer en termes de coûts, puis en termes d'autorisation à demander à quelqu'un. Donc, évidemment, ça se passe mieux. Oui, parce que on peut se retrouver dans des cas où, indépendamment des implications fiscales, c'est jamais rigolo de perdre de l'argent ou des choses comme ça et tout, mais on peut se retrouver dans des cas où, j'imagine en tout cas, les volontés du défunt ou les volontés supposées du défunt, pour X raisons, ne peuvent pas être réalisées et que la loi nous oblige à réaliser exactement ce qu'il ne voulait surtout pas qu'il advienne. Tout à fait, tout à fait. Et souvent, le conjoint, quand il fait un legs au conjoint survivant, c'est parce qu'il lui dit, bon, je te donne les rênes, c'est toi qui as le contrôle, et puis je veux que tu ne sois pas embêté, entre guillemets, à devoir gérer avec le consentement de quelqu'un d'autre, et puis, à ton décès, tu transmettras aux enfants. Et ça, c'est pas possible forcément, faut que ça soit vraiment bien planifié, analysé selon les biens. D'où l'importance, quand je prenais mon exemple, ils ont fait ce testament-là, ils avaient rien en France, après ils ont hérité, ils ont acheté en France, etc. D'où l'importance de la révision régulière quand on a un changement important dans notre vie, patrimoine personnel, etc. Patrimoine, on l'a vu, l'arrivée de biens en France, personnel, c'est divorce, remariage, enfant d'un premier lit, alors ça c'est les termes juridiques toujours poétiques, enfant d'un premier lit, Joli. Et puis après seconde épouse, et on parlait de Johnny. On est en plein dedans, quoi. C'est un festival. Donc, exact. Autre question, et j'imagine que la réponse ça va être ça dépend, mais c'est pas grave, je suis fou, je suis dingue aujourd'hui, je l'attends quand même. Qu'est-ce qui est le pire? Quelqu'un qui n'a rien planifié du tout ou quelqu'un qui a mal planifié?
Écoute, d'expérience, puis bon, je révélerai pas mon âge, mais je te révélerai que ça fait pas mal de temps, 20, au-delà de 25 ans que je vois des successions. Je pense sincèrement que c'est la mauvaise planification qui est pire que Oui. l'absence. Parfois, quand on subit, c'est moins pire que quand on a mal choisi. Ah, voilà un sous-titrage à rajouter à ton mantra loi subie versus loi choisie. Exact. Voilà. Il y a une petite couche à rajouter. Est-ce que tout le monde, j'entends par là tous ceux qui viennent s'établir pour un temps au Québec, est-ce que tout le monde a intérêt à mettre en œuvre ce type de planification dès son arrivée, quel que soit son profil, son patrimoine, son état? Alors, je t'avais répondu, en théorie, oui. Alors maintenant, Ça dans la change de vraie ça dépend et c'est ça bien et dépend. c'est bien. J'apprécie. On voit les études de notarial avec il y a du vocabulaire. C'est ça, j'ai plein d'alternatives, je varie. En fait, en théorie, moi, effectivement, je conseillerais à l'arrivée de faire une analyse des besoins, etc. Dans la vraie vie, on l'a tous fait, on est arrivé dans d'autres pays. Ce que je te mentionnais, c'est que je suis vraiment triste de le constater, mais penser à son notaire, c'est pas dans les top 5 de notre liste à faire. C'est faire un suivi du conteneur, essayer de trouver un appartement, vérifier les règles au niveau du droit du logement, trouver une école pour les enfants, trouver pas une crèche mais un CPE, parce que si vous dites crèche au Québec, c'est remettre à l'adoption Mm. nos enfants. Bref, il y a plein de choses pratico-pratiques qui font que mais souvent on passe vraiment loin derrière. On a un rappel parce que tout d'un coup, il y a un parent qui veut nous donner quelque chose en France, puis on se dit ouh là, mais je suis plus en France. Est-ce que ça, il y a une conséquence quelconque? Donc on a des rappels parce que on a des enfants. On se dit ouh là, mais s'il m'arrive quelque chose, s'il nous arrive tous les deux quelque chose, à qui mon enfant va être confié, etc. Donc je dirais que c'est plus des événements dans la vie. On achète une maison ici, on se marie, donc des événements dans la vie qui font que mais on a un rappel en se disant on a changé. Il faut absolument qu'on voit si ce qu'on avait planifié en France est toujours valide, si ça correspond toujours à ce qu'on peut et ce qu'on veut faire. Donc, c'est plus la vie qui vient rappeler à mon bon souvenir, mais je te dirais qu'effectivement, moi, je conseille rapidement de venir faire ce bilan, quitte à ne pas tout de suite poser les gestes, parce que parfois, il m'est arrivé dans des planifications de dire, bah, pour l'instant, restez comme ça. Puis, on va voir en fonction d'un élément qui change. Ça débouche pas forcément sur un grand chantier pendant 15 ans, là. Faut pas stresser Mhm. avec ça. Mais c'est toujours bien d'avoir une mise au point, un suivi avec un regard spécifique du Québec sur la situation. Parce qu'on a trop tendance, quand on arrive ici, à continuer, et je l'ai fait, hein, alors mea culpa, on l'a tous fait, à raisonner avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire à parler, à demander aux gens si on peut payer par carte bleue, à parler de la sécu, bref, on a tout fait. Puis si on gagne le SMIC, on gagne pas le SMIC. Bref. Puis à un moment Mm. donné, on comprend que c'est plus les mêmes références et puis on évolue doucement, mais c'est exactement la même chose en juridique. Joyeuseté quand même, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs assez sympas. Euh, pour ceux qui vont revenir en France, parce que effectivement la plupart des gens qui arrivent ici ont dans l'idée en tout cas de s'y installer, de devenir résidents permanents, peut-être même citoyens, en tout cas de faire leur vie ici, mais certains vont repartir, soit par choix, soit parce que finalement ça leur a pas plu ou des choses comme ça et tout. Si entre temps ils sont passés entre tes mains expertes, n'est-ce pas, et que tu leur as fait une planification en raisonnant global. Imaginons, ils sont français, ils s'installent au Québec, puis finalement, ils repartent en France. Est-ce que quand ils arrivent en France, ils ont besoin de faire des modifications? Ou est-ce que justement le fait d'avoir pensé global au départ te permet de faire que ce qui était prévu va pouvoir s'adapter, quoi qu'il arrive, à cette nouvelle configuration qui redevient presque une configuration franco-française? Ok. Bon, je savais que ça t'a manqué, fait que je vais te répondre, ça dépend. En fait, la planification globale, on l'a faite en pensant le fait qu'ils sont des résidents fiscaux canadiens, qui sont domiciliés civilement au Canada. S'ils bougent, qu'est-ce que ça fait? Parfois, le testament
d'un point de vue purement théorique, le notaire français va le voir et malgré le changement de domicile, il reste valide. Pourquoi? Parce qu'on a procédé à des désignations de loi applicables, ça fonctionne. Maintenant, il y a des situations qui font que, d'un point de vue fiscal, le coût est important. Pourquoi? Parce que leur patrimoine change. Il y a des gens qui partent du Québec, qui décident, ils vendent tout. Ils gardent rien au Québec. Ils rapatrient tout en France. Il y a des gens qui décident de garder du patrimoine au Québec. Donc ça aussi, ça peut varier. Il y a des gens qui décident de louer tout d'un coup un bien au Québec, qui décident de garder des REER au Québec, parce que ça peut être un avantage au niveau fiscal. Bref, ça dépend de la manière dont on repart. Puis il y a des gens qui décident de repartir en France, puis finalement reviennent. Parce que leur manque. Ils pensaient qu'ils sont revenus en France, puis que tout va bien aller, puis ils découvrent que ça fait 15 ans qu'ils sont plus en France, puis que ça correspond plus vraiment à ce qu'ils souhaitent, puis ils ont une opportunité de travail, ils repartent ailleurs. Bref, moi, ce que je conseille toujours dans ce cas-là, c'est que d'aller voir leur notaire en France, puis de leur dire, nous, on a fait ça. Est-ce que ça fonctionne pour vous toujours? Est-ce que ça fonctionne, ça marche? Le fait que ça soit un acte qui a été fait ici, un testament notarié ici, c'est pas en soi un problème, puisque il va être reconnu normalement par le notaire français, mais c'est surtout, est-ce que le notaire français, si j'ai désigné la loi québécoise applicable, il va être à l'aise, il va devoir aller vérifier quelle est la loi applicable. Donc ça aussi, c'est pas forcément compliqué. Est-ce que ça correspond toujours à ce qu'on veut aussi? Est-ce qu'on veut repartir avec un schéma classique plus franco-français, avec un notaire français qui sera lui, cette fois-ci, si le domicile est en France, ce sera lui le notaire principal de la succession. Donc, en gros, faut son avis à lui pour voir, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là encore, c'est un peu comme ce dont on parlait au Québec. C'est pas tous les notaires en France qui sont spécialisés en international, d'accord? Donc, faut s'assurer de voir quelqu'un qui a cette sensibilité-là, qui est habitué ou qui fait ses recherches par rapport à ce dossier-là, donc il ne raisonne pas qu'en franco-français, comme on faut vérifier que on raisonne pas qu'en québécois. Donc c'est un peu toujours la même chose. Le droit international, c'est toujours un changement de paradigme. Donc c'est ça qui est fascinant avec ce droit-là, qui est complexe aussi à comprendre, c'est que dépendant d'où on se situe, nos paradigmes changent. Donc là aussi, moi je conseillerais plutôt une révision par le notaire français. Ils peuvent aussi venir me voir par rapport à ce qu'on a fait pour aussi donner peut-être des conseils par rapport au départ. Patrimoine, est-ce que j'ai intérêt ou pas à garder ça? Est-ce que la disposition testamentaire va toujours s'appliquer, etc. Mais une fois encore, un conseil, faire analyser dans le pays où on est principalement domicilié pour savoir mais comment est-ce que ça fonctionne ce que j'ai? Est-ce que ça va fonctionner? Comme ils l'ont fait quand ils sont venus me voir avec leur planif initiale française. Pour terminer cet épisode, tes conseils, on vient juste pour les résumer, pour bien conclure, pour ceux qui envisagent de partir et ceux qui sont déjà là. Pour ceux qui envisagent de partir, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Je te parle pas de ce qu'ils font, on a bien compris que effectivement, on le sait toi et moi, quand on arrive en général, on pense à autre chose, mais puisqu'ils auront écouté ce podcast, déjà ça veut dire qu'ils ont bon goût, mais autant leur donner les bons conseils. Avant de partir, est-ce qu'ils doivent faire quelque chose pour faire les choses bien, ou est-ce qu'ils attendent d'être arrivés? Et j'imagine que le premier conseil quand ils arrivent, c'est de venir te voir. Oui, avant de partir, si on était dans un monde parfait, effectivement, je pense que ce serait pas mal de consulter pour connaître les conséquences par rapport aux gestes qu'ils pourraient poser avant de partir, parce que parfois, quand ils vont partir, on leur conseille vis-à-vis du droit français de dire, ok, faites ça avant de partir pour être sûr que au niveau du droit international français, ça soit correct et vous soyez bien. Juste valider si les gestes qu'ils posent en vue de leur départ par rapport à la France, finalement vont être si bénéfiques que ça si on regarde au travers du prisme québécois. Ah oui, c'est vrai que ça change tout. Alors là, c'est parce qu'effectivement, changé les paradigmes. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que quand on est très prévoyant, et je me souviens, moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné avant de partir, que je n'ai évidemment pas suivi parce que parce que c'est moi, quoi. Voilà. Mais on m'avait dit, oui, avant de partir, va voir ton notaire et mets tout en ordre. Et en fait, sauf à avoir effectivement un notaire qui est déjà bien calé en droit international et tout ça et tout, mais le bon notaire plutôt à
consulter au départ, c'est plutôt quelqu'un comme toi, en l'occurrence plutôt toi, parce que vous n'êtes pas 12 000 sur la place à faire ce que tu fais, pour justement tout de suite intégrer la dimension internationale, parce que si je mets mes affaires au clair en France, super, la France est très contente, sauf que s'il m'arrive malheur, par exemple, une fois que je suis en sol québécois et que je suis résident québécois, d'après tout ce que tu nous as dit au cours de cet épisode, ça va clairement pas être simple. Ouais, ben c'est ça. Donc, d'une façon générale, quand on pose un geste de planification, c'est de se soucier toujours. Donc, qu'on soit encore en France ou qu'on vienne d'arriver ici, ben c'est toujours avoir la dimension qu'est-ce que ça va faire dans l'autre pays, tout simplement. Donc, les planifications, moi, je suis déjà ultra spécialisée. Je m'occupe pas de tous les pays du monde. Je m'occupe pas de tous les droits du monde, juste préciser. Et s'il y a quelqu'un qui vous explique qu'il est spécialiste à la fois de tous les pays du monde, du droit civil de tous les pays du monde, du fiscal, doutez. Mais c'est un minimum, ouais. C'est ça. Donc, en fait, c'est surtout un travail d'équipe. Parce que, par exemple, si la planif du notaire français, des gens qui sont encore en France est proposée, moi, voir avec le notaire, OK, qu'est-ce que ça peut donner ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et très souvent, je travaille en collaboration avec des notaires, avec des avocats, avec des fiscalistes qui soient en France ou avec des notaires, des avocats, des fiscalistes qui sont au Québec. Donc, c'est un travail de collaboration. Chacun a son domaine d'expertise, est en mesure de dire, attention, moi, de mon point de vue à moi, ça fait ça. S'il y a un fiscaliste qui vous dit, faites ça parce que faites une donation-partage, parce que gardez-vous l'usufruit, parce qu'on va avoir un gain énorme au niveau des droits de succession en France. Attention, il faut valider que le fiscaliste au Canada vous dit, ce que vous allez faire là, pour un résident fiscal canadien, c'est pas forcément une économie aussi substantielle. Donc, c'est à chaque fois faire un bilan sur les deux pays avec des gens qui sont experts. On peut pas être expert du monde entier, des pays du monde entier, de tous les droits, donc avec plusieurs experts. Et parfois, ça, c'est difficile à comprendre. On peut pas avoir une seule réponse parce qu'il y a énormément d'aspects. On voyait l'exemple, je te parle du fiscal, je te parle du civil. Tu parlais de la résidence temporaire permanente citoyenneté. Ça, c'est du droit de l'immigration. C'est pas un droit que je pratique. Je travaille avec des spécialistes qui sont en droit de l'immigration. Donc, pour la Sécu, la fameuse Sécu, la carte rapide, délai de carence, pas délai de carence, est-ce que je vais l'avoir? Ça, c'est spécifique. C'est un droit spécifique. Les critères ne sont pas forcément les mêmes. Ils se croisent, ils peuvent être communs. Mais une résidence fiscale, un domicile civil, c'est pas forcément les mêmes critères. Ça peut être effectivement les mêmes. Et donc, chacun doit pouvoir s'exprimer dans un domaine spécifique. C'est sûr qu'on a des indices. Depuis le temps que je travaille là-dedans, il y a des réflexes que j'ai, c'est évident. Mais c'est clair qu'on a toujours le besoin d'un expert et d'un expert qui a fait des études dans le pays concerné et qui sait exactement, qui a été sur les bancs d'école, et c'est pas pour valoriser toutes les années que j'ai dû faire à me retrouver enceinte, pas enceinte dans les bancs de l'Université de Montréal, mais c'est juste pour dire, on peut pas émettre une opinion valide si on n'a pas une connaissance approfondie du domaine, donc on n'a pas étudié le droit, la fiscalité, la comptabilité, peu importe, mais le domaine du pays concerné. Et si on a un diplôme d'un autre pays, c'est un plus, c'est merveilleux, mais c'est vraiment fondamental de s'assurer qu'on a eu la formation adéquate pour pouvoir prodiguer ces conseils. En t'écoutant, je me rends compte qu'au début de cet épisode, dans mon intro, en fait, j'ai fait une gourance, une boulette, hein, une cagade, comme on dit. J'ai parlé de Star Wars. En fait, j'aurais dû parler de Mission Impossible. En t'écoutant, je pense à Jim Phelps. Pour ceux qui se souviennent de la série originelle, je parle pas de la version avec Tom Cruise, mais la série originelle qui passait à la télé, puisque j'étais trop jeune. Moi aussi, c'est mon père qui m'a raconté. Okay. Voilà. Et en fait, il commençait chaque épisode en ouvrant un cahier. On lui confiait une mission, il ouvrait un cahier, et il prenait des photos, il sélectionnait l'équipe adéquate pour cette mission, ce qui fait qu'on ne retrouvait pas toujours les mêmes acteurs dans chaque épisode, parce qu'à chaque fois, ça changeait. En gros, toi, t'es Jim Phelps. C'est ça, tout à fait. Et à chaque fois, il faut sélectionner la bonne équipe.
Et c'est à chaque fois du sur-mesure et on revient un peu avec l'info générale. Qu'est-ce qu'on fait pour le bobo que j'ai au doigt? C'est parfait l'info générale, mais quand on fait du sur-mesure, il faut vraiment faire du sur-mesure avec les personnes qui sont tout à fait expertes en la matière. Et il n'y a pas une seule personne qui peut régler tous les problèmes, c'est pas possible. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bon, c'est pas moi qui l'ai vu, hein, c'est mon père qui m'a raconté parce que j'ai encore 12 ans et demi. Mais pour autant qu'il s'en souvienne, donc Jim Phelps n'a jamais raté une seule de ses missions. Il les a toutes réussies brillamment. Est-ce que c'est facile d'avoir un rendez-vous avec toi? Oui, c'est facile. Je pose la question, mais à toi, tous les métiers de ton ordre, tu penses aux avocats, aux fiscalistes et tout ça et tout. En général, des professions très demandées, très demandantes. Comptez pas vos heures, certes, mais voilà. Et toi, en l'occurrence, pour préparer l'émission, on en a discuté un peu et j'ai regardé. Vous n'êtes pas 12 000 à faire ce que tu proposes. Non, effectivement, on n'est pas 12 000. Et puis moi, c'est une volonté de travailler dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que j'adore. Et plus on travaille dans un domaine, plus on apprend. Plus on se cultive, on ne sait jamais tout, mais donc on devient de plus en plus spécialisé à force de ne faire que ça. Donc non, c'est facile de me contacter. En fait, moi j'ai une page web, on m'écrit et puis on m'explique la problématique. Puis en fonction de ça, et moi je suis contactée par énormément de personnes, énormément de personnes, leurs familles, etc., pour des problèmes dont je n'ai pas forcément l'expertise. Mais j'essaye au mieux de les orienter vers quelqu'un de mon réseau que je connais et qui a une spécialité. Donc, c'est me contacter, m'expliquer brièvement le problème et en fonction de ça, soit oui, je peux vous aider, je vous explique la manière dont je procède, soit non, je peux pas vous aider, je n'ai pas, selon moi, l'expertise suffisante, mais je connais quelqu'un qui l'a et qui pourrait tout à fait vous aider. Beaucoup de questions, j'ai des questions parfois en matière d'adoption. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique. Ah oui. Là, moi, je réfère, je ne fais pas du tout d'adoption. Des questions en matière de gestion de biens par des mineurs, donc des enfants, etc. Alors, c'est quelque chose aussi qui est spécifique que je ne fais pas. Avec d'autres biens, d'autres pays, que la France ou l'Europe, je réfère aussi. Parfois avec l'Espagne, je réfère à une spécialiste que je connais, qui a également été avocate en Espagne, qui est redevenue notaire au Québec. Bref, c'est beaucoup aussi un réseau pour trouver. Et quand je parle de c'est important de trouver la bonne équipe de Mission Impossible, ben c'est exactement ça. Trouver la personne, et je construis mon réseau de cette façon en travaillant avec des professionnels, et je sais connais la manière dont ils travaillent, et je sais que c'est la bonne personne qui pourra aider les clients. Comme je le disais au début de l'émission, c'est probablement l'un des épisodes les plus utiles des 3 saisons de Fais-tu Frette. Et pour te contacter, évidemment, toutes les coordonnées seront mises dans les commentaires, dans les annotations de ce podcast. Merci beaucoup, Nathalène. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était un vrai plaisir et j'espère que tu vas être harcelé de personnes qui voudront rencontrer Jim Phelps en réalité. Oui, alors harcèlement, non. C'était pas le bon mot, pardon. Moi, j'ai pas fait 12 000 années d'études de notariat, je manque de vocabulaire. Non, mais ça me fera tout à fait plaisir, effectivement. Le but est généralement, et de toute façon, de se poser la question, est-ce que j'ai un besoin ou pas, de se poser, de se faire un inventaire, un bilan personnel, un bilan patrimonial, et de se dire, ok, est-ce qu'il y a un besoin ou pas, et de voir comment est-ce qu'on peut aider, s'il y a une problématique. Mais souvent, on voit pas nos besoins ou nos problématiques, on voit pas les bons, parce qu'on n'a pas les outils pour les reconnaître. Donc, c'est ça aussi. Je pense que tu vas avoir du monde qui va te contacter parce que on est 2-3 à mon avis à pas avoir les outils et à pas vraiment voir ce qui pourrait nous arriver sur le coin du nez. Merci beaucoup. Merci pour ce temps. Merci pour ces précieux conseils. Et puis à bientôt. Merci Jean-Michel. Ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible,
inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.